Le couloir de l'hôpital sentait toujours l'alcool et les décisions hâtives. Clara connaissait chaque centimètre carré de ce lino beige, chaque tache que le temps n'avait pas effacée, chaque lumière qui vacillait avant de se stabiliser. Il était 7 heures, un mardi matin comme les autres, lorsqu'elle entra par la porte de derrière, l'entrée du personnel, celle que personne ne photographie, celle sans fleurs ni réceptionniste souriante. Juste une pointeuse et le bruit lointain de quelqu'un qui lave le couloir à l'eau chaude. Clara avait 32 ans et ses yeux se sont fatigués avant son corps. Ce n'était pas le genre de fatigue que la nuit apaise. C'était une autre forme de fatigue, plus profonde, qui s'accumule par couches successives. Une déception ici, un silence ignoré là, une promotion refusée, un remerciement jamais reçu. Elle releva ses cheveux en son chignon habituel, enfila sa blouse blanche comme une armure et partit. Ce matin-là, avant même d'arriver au poste de soins infirmiers, elle l'a vu. Il était assis sur le banc de la salle d'attente, dehors, ce banc métallique sous l'auvent, près de l'entrée des urgences. Un vieil homme, ou peut-être pas si vieux, difficile de savoir quand la vie laisse de telles marques. Ses vêtements formaient un mystère, un enchevêtrement de couches superposées, comme s'il avait porté tout ce qu'il possédait en même temps. Ses pieds, dans une basket sans lacets, reposaient sur le béton humide du matin. Il ne demandait rien, il ne regardait personne. Il était juste là, la tête légèrement inclinée sur le côté, comme quelqu'un qui avait cessé de lutter contre le sommeil sans y avoir encore complètement succombé. Clara s'arrêta. Ce n'était pas ce qu'on attendait d'elle à ce moment-là. La pression était forte à la station. 2 lits étaient occupés par des patients nécessitant une surveillance constante, et un superviseur consignait méticuleusement les minutes avec une précision qui semblait intrusive. Mais elle s'est arrêtée. Elle s'approcha. La main gauche de l'homme tremblait légèrement sur son genou. La peau de son cou avait une couleur qu'elle reconnaissait, non pas pour la couleur elle-même, mais pour sa signification. Elle posa 2 doigts sur son poignet avec la douceur de quelqu'un qui ne veut pas le réveiller d'un rêve. Son cœur battait, mais d'un rythme anormal. Trop vite, trop irrégulièrement. « Monsieur ?» dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. « Vous sentez-vous bien ?» Il ouvrit les yeux. Ils étaient bruns. Pas un brun ordinaire, un brun qui avait vu beaucoup de choses et qui les avait toutes gardées. « Je suis assis », répondit-il, comme si cela suffisait comme réponse. Clara a appelé un collègue, et ils ont fait entrer l'homme. Ce qui suivit lui était familier, car elle le savait depuis des années, car l'hôpital avait son propre jargon, et elle savait déchiffrer chaque phrase. La chef de service, le docteur Renata, apparut avec cette expression d'irritation avant même d'en connaître la raison. Elle regarda l'homme sur le brancard, elle regarda Clara, et elle dit, d'une voix parfaitement neutre, comme si elle n'éprouvait aucun besoin de dissimuler quoi que ce soit, « Avez-vous amené un sans-abri pendant mon service ? Il souffre d'arythmie. Il devait être examiné. Il avait besoin d'aide sociale, pas d'une civière, que je ne possède pas. » Docteur Renata, son pouls était « Je sais prendre le pouls, Clara. » Le silence qui suivit dura exactement le temps qu'il fallait pour être blessant. « À ce qui me pose problème, c'est votre sens des priorités. Vous êtes arrivé en retard, nous avons 2 patients sous observation, et vous vous arrêtez pour jouer les héroïnes sur le trottoir. » Clara ne répondit pas. Elle avait compris que répondre ne changeait rien. Cela ne faisait que donner davantage de matière au docteur Renata. Il resta donc silencieux, le menton légèrement relevé, et retourna à son poste. L'homme est stressé. Parce qu'il y avait une loi, parce qu'il y avait un protocole, parce que, même au sein d'une structure qu'il aurait ignorée au plus vite, il existait des règles qu'on ne pouvait ignorer. Il est resté 4 heures. On lui a administré des médicaments. Son rythme cardiaque a été stabilisé. Lorsque les analyses pointées sont arrivées, elles ont révélé quelque chose d'inattendu pour l'équipe. Non pas que ce soit impossible, mais parce que personne n'avait examiné la situation avec suffisamment de précision pour imaginer qu'il y avait quelque chose à découvrir. Il s'appelait Antonio Moraes. Et il y avait une adresse enregistrée dans le système, une ancienne adresse datant de 5 ans, dans un quartier que Clara connaissait, car sa mère y avait vécu avant de déménager. Elle n'a rien demandé. Cela ne la regardait pas et elle le savait. Mais lorsque son service s'est terminé et qu'elle est allée chercher son sac dans son casier, elle a trouvé un morceau de papier plié dans la poche de sa blouse. L'écriture était minuscule, inclinée vers la droite, comme si elle avait appris à écrire toute seule. « Merci de votre visite. » C'est tout. Clara fixa un moment ces 4 mots dans le couloir désert, puis elle plia le papier et le glissa dans son portefeuille. Elle ne pensa guère à lui les jours suivants. Elle avait d'autres choses à faire. Sa mère qui l'appelait tous les dimanches pour qu'elle vienne plus souvent, son petit appartement qu'elle payait seule depuis la fin, sans drame ni explication satisfaisante,
de sa relation de 3 ans et ses doubles journées de travail qu'elle acceptait par nécessité et parce que personne d'autre ne l'attendait à une heure précise. La vie de Clara était faite de choses nécessaires. Elle avait appris à ne pas attendre grand-chose des choses superflues. Mais le jeudi suivant, en quittant le travail, il était de nouveau là. Non pas à la banque d'urgence, mais à la boulangerie d'en face, assis à une table en terrasse, un café devant lui qui semblait avoir refroidi depuis un moment. Il allait mieux. Ses vêtements étaient différents, pas neufs, mais propres. Son visage était différent, comme celui de quelqu'un qui avait vraiment dormi. Il l'a reconnue avant même qu'elle ne réalise qu'elle s'était arrêtée de marcher. « L'infirmière », dit-il. Ce n'était pas une question. « Clara », corrigea-t-elle sans vraiment savoir pourquoi. Il inclina légèrement la tête. « Antonio ». Elle aurait dû passer à autre chose. Elle avait une liste de choses à faire, et rien de tout cela n'incluait de s'asseoir à la table d'une boulangerie avec un inconnu qui avait été sur une civière moins d'1 semaine auparavant. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom, comme quelqu'un qui s'habitue encore au fait que quelqu'un veuille l'entendre, qui l'a incité à tirer une chaise. Ils restèrent là pendant 40 minutes. Elle ne put expliquer plus tard comment cela s'était produit. Il ne dit pas grand-chose, elle non plus. Mais il y avait dans ce silence entre eux quelque chose de différent de celui qu'elle connaissait. Ce n'était ni le silence du malaise, ni celui de l'indifférence. C'était le silence de 2 personnes qui, pour la première fois depuis longtemps, se trouvaient en présence de quelqu'un qui n'exigeait rien. Il avait été ingénieur, il le disait sans fierté ni honte, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Il avait eu une petite entreprise, une famille, une maison dans le quartier que Clara connaissait. Puis, il y avait eu une série d'événements qu'il a décrits en quelques mots, un associé, une dette, un procès qui a duré plus longtemps que l'argent lui-même, et finalement, il ne restait presque plus rien de ce qu'il avait construit. « Et la famille ?» demanda-t-elle, et elle le regretta aussitôt, car cela ne la regardait pas, mais cela ne semblait pas le déranger. Il fixa simplement le café refroidi pendant un instant. C'était avant, la famille existait avant tout ça. Clara ne posa plus de questions. Certaines choses étaient compréhensibles sans qu'il soit nécessaire de les dire. Ils se rencontrèrent encore 3 fois ce mois-là. Toujours par hasard, ou du moins en apparence, de ces coïncidences qui n'arrivent que lorsque 2 mondes commencent à graviter autour d'un même espace. Une fois, dans la file d'attente d'une pharmacie. Une autre fois, un dimanche matin, sur une place près de l'hôpital, où elle avait l'habitude de se promener quand l'appartement devenait trop petit pour contenir le silence. Une autre fois, il l'attendit à la sortie du travail, non pas avec l'urgence de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire, mais avec le calme de quelqu'un qui en avait simplement envie. Elle apprenait des choses sur lui par bribes, non pas comme des révélations, mais comme des détails qu'il laissait échapper naturellement dans la conversation, qu'il dessinait encore, qu'il transportait un vieux carnet dans un sac à dos usé, et que parfois, quand il n'avait rien de plus urgent à faire, il s'asseyait quelque part et dessinait ce qu'il voyait, qu'il connaissait le nom de tous les arbres de la place où il se retrouvait, que lorsqu'il riait, ce qui était rare, il semblait sincèrement surpris de lui-même, comme si la joie était une visiteuse inattendue. Clara n'avait jamais rencontré quelqu'un comme ça, non pas que ce soit inhabituel, mais parce qu'elle n'avait jamais eu le temps de s'arrêter assez longtemps pour remarquer ce qui se trouvait juste devant elle. Un mercredi soir, elle avait un service dont elle ne devait parler à personne. Un enfant, un accident, le genre de choses qui vous hantent et ne vous quittent jamais vraiment. Elle a quitté l'hôpital à 11h du soir, sa blouse tachée, les yeux secs, car parfois, le corps ne sait tout simplement pas par où commencer. Antonio était sur la place. Il ne l'attendait pas. Il dessinait, une petite lampe de poche coincée entre son menton et son épaule. Elle s'assit sur le banc à côté de lui sans dire un mot. Il referma son carnet de croquis sans demander pourquoi. Ils restèrent ainsi pendant longtemps. « Vous sauvez beaucoup de gens », a-t-il dit à la fin. « Parfois, je ne peux pas. Je sais. » Un silence. « Mais continuez !» Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle, longtemps resté enfoui, s'entr'ouvrit. Cela s'est produit le mois suivant. Antonio avait disparu depuis 2 semaines. Elle ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas le droit, se disait-elle, comme si l'intensité de ce qu'elle ressentait devait être contenue, maîtrisée. Mais elle perçut son absence comme on perçoit la fin de la pluie, non pas comme un événement, mais comme une atmosphère différente. Puis le docteur Renata l'a appelée dans son bureau. Clara connaissait le ton de cette convocation. Il y avait une variante qui signifiait un problème administratif, et une autre qui annonçait quelque chose de plus grave. C'était la seconde. Le docteur Renata avait des documents sur son bureau et une expression presque satisfaite.
ce qui était pire qu'une colère ouverte. « J'ai reçu une plainte officielle », a-t-elle déclaré, « concernant l'incident avec le patient externe, la personne sans domicile fixe que vous avez fait entrer. » Il souffrait d'arythmie. Il avait des antécédents d'alcoolisme et était sans domicile fixe depuis 5 ans. Et vous avez utilisé les ressources de l'hôpital, y compris le temps d'un médecin résident, pour le soigner en dehors du protocole de triage. Le protocole de dépistage stipule que toute personne présentant un risque cardiaque... Le protocole, dit le docteur Renata d'une voix maîtrisée, comme si elle serrait une vis, stipule que le triage est effectué par l'équipe de triage, Clara. Pas par une infirmière qui décide, de son propre chef, qui mérite d'être prise en charge. Ce qui suivit fut dit lentement, mot pour mot, afin qu'il n'y ait aucun doute. Un avertissement figurait à son dossier. Une enquête disciplinaire était en cours. En filigrane, le message était clair. Qu'advient-il lorsqu'une personne occupant un certain poste se comporte comme si elle en occupait un supérieur ? Clara quitta la pièce, les dents légèrement serrées, et se rendit à la salle de bain. Elle resta un instant devant le miroir, puis elle se lava les mains, comme toujours, soigneusement, méthodiquement, et retourna dans le couloir. Antonio s'est présenté jeudi, elle partait quand il est arrivé, mais il ne venait pas par le trottoir. Il venait en voiture, une voiture simple, mais complète, avec ses 4 roues, ses vitres, et tout ce qu'il faut pour être une voiture. Il en est sorti, son carnet à la main, et une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. « Nous devons parler », a-t-il dit. Il se rendit sur la place, et là, assis sur leur banc habituel, il raconta son histoire. L'entreprise, qui avait fait faillite des années auparavant, était en redressement judiciaire. C'était un processus long et complexe qu'il avait confié à un avocat lorsqu'il s'était retrouvé sans domicile fixe, et qui, d'une manière qu'il avait lui-même du mal à expliquer sans que cela paraisse invraisemblable, avait abouti. Un accord avait été trouvé. Une indemnisation avait été versée. Au bout de ce labyrinthe bureaucratique, une somme suffisante pour repartir à zéro, même si elle ne compensait pas toutes les pertes. « Recommencer quoi ?» demanda-t-elle. Il ouvrit le carnet. Les pages étaient remplies de plans. Des plans de construction. Il était ingénieur, elle l'avait oublié, ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment compris ce que cela impliquait concrètement. Les plans d'une clinique. Une petite clinique, dans un quartier qu'elle connaissait, un quartier qui avait longtemps manqué de soins médicaux de qualité. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la réalité du terrain », a-t-il déclaré. Le point de vue des patients, le point de vue de ceux qui arrivent sans savoir s'ils seront pris en charge. Clara contempla les plantes pendant un long moment. « Cela prendra des années, je sais, et ça pourrait ne pas marcher, je le sais aussi. » Elle le regarda. Il y avait dans ses yeux la même chose qu'elle avait vue ce premier jour sur le banc métallique. Ni désespoir, ni espoir naïf. Juste une présence. Quelqu'un qui avait appris à être là où il était. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas par vanité, c'était une question sincère. Il resta silencieux un instant. Puis il dit, avec la simplicité de quelqu'un qui ne voit nul besoin d'enjoliver les choses, « Parce que tu t'es arrêté. » Ce n'était pas immédiat. Les choses réelles le sont rarement. Il y eut des mois de conversation, de projets conçus et remaniés, de nuits passées à contempler les documents éparpillés sur la table de son petit appartement, se demandant si elle agissait avec bon sens ou si elle était simplement trop fatiguée pour confondre courage et fuite. Il y eut la démission, qu'elle demanda à la grande surprise du docteur Renata, qui s'attendait manifestement à ce qu'elle soit licenciée, et non à ce qu'elle prenne l'initiative. Il y a eu la peur, qui ne disparut pas mais devint familière, comme une douleur qu'on apprend à porter sans jamais s'arrêter. Et puis, au milieu de tout ça, il y eut une nuit où Antonio aidait à monter une bibliothèque dans le nouvel appartement. Un appartement loué, dont les murs sentaient encore la peinture fraîche, et il laissa tomber une boîte de vis par terre. Tous deux s'agenouillèrent sur le sol froid pour les ramasser, et à un moment donné, elle tourna la tête et réalisa qu'elle riait. Pas le genre de rire qu'on pousse pour combler le silence. L'autre genre, il la regarda avec cette expression de quelqu'un surpris par sa propre joie. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. « Rien, dit-elle. Et c'était vrai, rien de précis. Juste cet instant, avec les vis au sol, la peinture fraîche sur les murs et quelque chose qui n'était plus absent. La clinique a ouvert ses portes un samedi matin, accueillant un nombre de personnes bien supérieur aux prévisions. Le quartier n'avait pas oublié son besoin, on avait simplement cessé de croire que quiconque s'en souviendrait. Les premières semaines furent chaotiques, inachevées, marquées par l'improvisation et les solutions de dernière minute. Clara a travaillé plus qu'avant. Son sommeil avait changé, non pas moins, mais différemment, comme celle de quelqu'un qui se lasse de ce qu'il a choisi.
Un après-midi, une femme amena son fils, qui avait de la fièvre. En attendant dans la salle d'attente, elle regarda les affiches au mur, le petit hall d'accueil sans marbre ni lustre, et dit à la réceptionniste, à voix basse, qu'elle ne s'attendait pas à trouver un endroit pareil. « Pourquoi ?» demanda le préposé. « Parce que des endroits comme ça ne durent pas, » a dit la femme. Clara l'entendit depuis le couloir. Elle ne dit rien, mais elle le nota intérieurement, comme une chose qu'elle emporterait avec elle, non pas comme un accomplissement, mais comme un rappel, le genre de chose qui change quand on s'arrête, quand on décide que s'arrêter en vaut la peine. Antonio était dans l'arrière-salle, en train d'examiner des budgets, avec son carnet de croquis dans le même vieux sac à dos usé qu'il refusait de remplacer, car, disait-il, certaines choses n'ont pas besoin d'être remplacées, mais seulement transportées. Elle entra, il leva les yeux. Entre eux, à ce moment précis, il y avait tout ce qui n'avait pas été dit directement, et qui, peut-être, n'avait pas besoin de l'être, car il existait d'autres façons de dire les choses, des façons qui ne dépendent pas des mots, qui résident dans les gestes et les choix, et dans le simple fait de continuer à apparaître. « Tout va bien dehors » demanda-t-il. « Oui, dit-elle. Et c'était vrai. Pas comme dans les fins heureuses où tout s'arrange, et où l'avenir est radieux. C'était vrai d'une manière complexe et authentique. Les choses restent difficiles, l'argent est toujours compté avec soin, il y a des jours où l'épuisement pèse trop lourd et où le doute revient. Mais il y avait aussi ce qui fait toute la différence, le sentiment d'être à sa place, avec la bonne personne à ses côtés. Faire, jour après jour, quelque chose qui a du sens. Clara prit un des documents dans la pile et s'assit sur la chaise de l'autre côté de la table. « Montrez-moi ce qui est coincé, dit-elle. » Et ils ont continué.